Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui au musée Juno. Je vous en prie, avec plaisir. C'est l'une des premières interviews vidéo pour The Devil Circle. On va découvrir une collection incroyable de plus de 500 pièces conservées par la famille Juno depuis plusieurs générations. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite guidée et nous présenter également en quoi ce musée est important pour la présentation de votre collection Omega? Il fallait aussi qu'on pose et qu'on expose toutes nos montres Omega. Nous avons une immense collection de montres Omega euh, qui doit être une des plus grandes à part le musée. On a eu la visite du conservateur du musée Omega qui est venu nous voir parce qu'en fait, on avait des montres ici qui n'étaient pas au musée d'Omega. Ils en avaient besoin aussi pour leurs archives. Bon. Puisqu'on vaut la marque Omega depuis 1890. Oui. Donc, vraiment, on a été un des plus anciens points de vente avant de la marque. Donc, on a exposé partie de notre collection d'instruments de mesure, de Speedmaster, de constellation, de montres or, de montres de dames. On en a fait, on les a peut-être exposées ici. Et bien entendu, il y en a beaucoup plus, comme je vous ai dit avant, parce que les Speedmaster ont pris beaucoup de valeur, surtout les Primo au calibre 321. Alors celle-ci, j'en ai mis plus qu'une là, mais j'en ai 20 en collection. Donc elles sont au safe à la banque, elles Oui, sont même plus ici au magasin. j'imagine. Et donc le musée, c'est le musée qui est à Bienne, qui peut vous faire des demandes, parfois aussi pour récupérer certains modèles. Alors, on a eu un cas d'une pièce qui est ici, d'ailleurs, la pièce qu'on appelle un peu une GMT rouge là, que le musée n'avait pas, et moi j'en avais deux. C'est bizarre, mais donc j'en ai donné une au musée. Oui, on l'a échangé contre autre chose en fait. Et puis j'ai des pièces ici qui a pas du tout de musée. Par exemple, cette Speedmaster jour date Oui. automatique avec des aiguilles orange. Ça, c'est un modèle qui a été fait pour le Japon dans les années 80 et que j'ai aussi eu la chance de pouvoir acquérir un jour avec un collectionneur de Speedmaster qui en D'accord. avait deux Oui. et on s'est échangé des montres. Et est-ce que vous faites encore de l'acquisition de montres au fur et à mesure que vous ajoutez ici ou non? Alors, ça dépend pas, mais je viens d'acheter une 321 pour ma D'accord. collection privée. Mhm. Donc, je l'ai fait toute restaurée par notre horloger. Je peux vous la montrer après. C'est une Oui, très belle avec pièce plaisir. qu'on a mis sur bracelet cuir et que je porte, mais je la porte pas aujourd'hui, mais elle est sur mon bureau. Donc, oui, j'achète de temps en temps que j'ai une opportunité, quand il y a une opportunité d'acheter une pièce un petit peu exceptionnelle, j'achète. Mais moi, j'achète surtout pour raconter l'histoire de l'horlogerie en général. Il y a des tests qui sont importants pour raconter l'histoire. Et puis moi, ici, dans ce musée, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, en fait. Donc, il me faut des pièces pour raconter mes histoires. Et j'imagine, en plus, il n'y a pas seulement des montres, il y a aussi du mobilier qui a appartenu à l'atelier initial Juno. Alors, tous les meubles qui sont ici étaient dans l'atelier, D'accord. dans les magasins, depuis 1889 jusqu'à... Oui, je veux dire, ça, c'est la balance sur laquelle on posait les pierres précieuses et l'or. Ça, c'est des petits meubles qu'on a restaurés qui étaient dans le magasin à l'époque. La vitrine était aussi dans le magasin. Enfin, tout ce qui est là, tous ces meubles étaient dans les boutiques depuis la création du magasin. L'outillage aussi. Ici, vous avez l'outil que le fondateur de la bijouterie Junot, Monsieur Ami Junot, a dû fabriquer lors de son apprentissage à Sainte-Croix, à l'école technique de Sainte-Croix. À l'école technique, il avait 16 ans, quand vous appreniez le métier d'horloger, vous deviez fabriquer vous-même votre tour, mais vous deviez tout fabriquer, tout l'outillage, même le coffret en bois. D'accord. Vous deviez tout faire vous-même. C'était votre travail de diplôme. Ça, c'est une partie de son travail de diplôme qu'il a achevé quand il avait 16 ans. Et c'est avec cette boîte-là, avec tous les outils qui sont à l'intérieur, il y a toutes plein de petites pièces pour fixer le tour au moteur principal des ateliers à l'époque. Donc, vous avez des courroies qui étaient là, et vous pouviez installer votre tour sur le moteur général de l'atelier. Avec cet outil-là, il est parti aux États-Unis, Oui. il a fait du compagnonnage, et il a travaillé 2 ans, de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Il a traversé les États-Unis avec cette boîte sous le bras. Il a fait ses services
horlogeries américaines. Et ses deux fils, qui ont travaillé avec lui aussi, ont fait la même chose. D'accord. Ils ont aussi fait leur apprentissage d'horloger à Sainte-Croix. Ils ont travaillé un petit moment avec leur père, et puis après ils sont partis faire du compagnonnage aux États-Unis aussi. Et il y a également, je vois aussi un beau pendule Gégère-Lecoultre. Oui, alors ça, celui-là, il n'est pas spécialement, particulièrement spécial, mais Ouais. chaque fois que j'ai une Gégère-Lecoultre à acheter une Atmos, je l'achète, parce que j'aime beaucoup les Atmos. Donc, j'en ai pas mal, vous verrez, il y en a des plus ou moins rares autour dans l'exposition. Dans le timeline de l'exposition ici, alors, dans cette exposition, vous avez la reconstitution de l'atelier et de la bijouterie Junot comme elle était au début du XXe siècle, quand on a ouvert notre magasin ici en 1911. Mm. Donc tous les meubles qui sont là datent de 1911 et ils étaient là, exactement là où vous êtes. Là, il y avait l'atelier des horlogers, en bas, il y avait le magasin. Et on a sauvé, en fait, on a gardé tout ce mobilier pour l'a stocker un petit peu dans les étages ici, puisqu'on est propriétaire de l'immeuble aussi. D'accord. Donc, ça. Et quand on a créé le musée, j'ai dit rapatrier tous ces meubles qui étaient à droite à gauche. Il y en a qui étaient dans l'ancien chalet de mes grands-parents, d'autres qui étaient chez moi. Et on a tout rassemblé ici pour exposer, créer une espèce d'ambiance du magasin comme il était au début du XXe siècle. Et pour le public de cette vidéo qui serait intéressé par une visite guidée du musée Junot, pouvez-vous nous dire comment s'organise-t-elle? Alors, une visite guidée, il faut que je sois là pour Oui. la faire. Le musée, il est dans l'atelier maintenant. Donc, en fait, les gens peuvent venir spontanément. Et puis, s'ils ont une réparation à faire ou ils ont besoin de parler à l'horloger pour une question technique, pendant que l'horloger observe leur montre, ils peuvent visiter ça. D'accord. Et si on fait les visites guidées, on en a beaucoup fait les visites guidées avec jusqu'à 20 personnes à la fois, ou des soirées d'entreprise, on en a fait aussi énormément. Et là, il faut prendre rendez-vous et puis d'organiser l'apéritif, enfin, et tout ça. Et par exemple, là je vois un espace qui est dédié à Gégère-Lecoultre. Est-ce que vous avez un modèle en particulier que vous préférez? Bon, moi, j'adore la Reverso, hein, c'est un grand classique. J'en ai quelques-unes. J'ai la chance d'avoir celle que mon grand-père a reçue en 1930 par l'inventeur de la Jaeger-LeCoultre, donc Monsieur de Tray. Quand il a créé cette montre, avant de la commercialiser, il en a donné quelques-unes aux détaillants principaux de Suisse. Et donc mon grand-papa en a reçu une qui a été frappée avec enfin, elle a été gravée au dos avec ses initiales. Et elle est exposée ici dans la vitrine. Sous les liens dessus. Oui. Et j'imagine que c'est encore un modèle qui est énormément demandé, puisque vous en vendez aussi des neufs. Alors, J'avais vu sur figurez-toi le... que Oui. Reverso, Jaeger-LeCoultre, c'est un petit peu une icône de l'horlogerie, comme la Speedmaster de Omega, comme qu'est-ce qu'on a encore comme icône, comme la Royal Oak d'Audemars Piguet, la Zénith et le Primero. Et ça, c'est la première, en fait, ça, c'est la première Zénith et le Primero. Dans cette vitrine-là, dans cette timeline de cette vitrine, vous avez toutes les premières, en fait. Alors, c'est pas la première Speedmaster, ici, c'est Oui. une des premières. Celle-là, elle est de 1962. Donc la première date de 1957, mais elles sont devenues tellement rares et tellement chères, ces premières, que de toute façon, c'est super difficile d'en trouver une qui est totalement d'origine, avec toutes les pièces d'origine. Mais dans ma collection, j'ai de quoi faire. Donc, pour raconter l'histoire de la Speedmaster, alors ça, c'est une des premières avec la boîte symétrique, qui n'a pas les protège-couronnes d'ailleurs. Et la Tag Heuer également que je vois, là, du Ici, c'est Monaco. la première Carrera, ici en haut. Et c'est la première Monaco, là aussi. Alors ça, c'est vraiment des premières, avec le bracelet à acier d'origine, très rare, hein. Mm. On en trouve très peu, des comme ça, en bon état. Et la Carrera, c'est le premier chronographe automatique D'accord. du marché. Et là, j'ai une petite collection qui est assez spéciale parce que c'est vraiment des modèles de Tag Heuer, de Heuer à l'époque, parce que ça ne s'appelait pas Tag Heuer, ça s'appelait Heuer, qui n'ont même pas encore été rééditées. Donc elles sont en attente, je pense, de la manufacture Tag pour les rééditer. Et au niveau de l'atelier, donc est-ce qu'on peut ramener, emmener des montres, on va dire vintage pour les faire réparer, ou c'est uniquement des montres qu'on aurait pu acheter au sein de votre boutique? Alors, vous pouvez amener des montres vintage, des Omega si possible, parce qu'on n'est pas équipé pour faire toutes les marques du marché.
mais on a l'accréditation pour réparer les Omega et mon horloger est vraiment un spécialiste de la Speedmaster. Donc tous les gens qui achètent des Speedmaster sur le deuxième marché ou d'occasion, en général, elles finissent souvent chez nous ici et on a des discussions assez incroyables parce que mon horloger et moi, on s'y connaît vraiment beaucoup avec les Speedmaster. Donc les gens font souvent appel à nous pour authentifier les pièces et nous, on peut vraiment dire si quelque chose a été modifié ou pas sur les modèles. Donc on a les deux livres importants de Speedmaster et puis aussi l'expérience qui fait que souvent c'est chez nous que ça finit. Et surtout que c'est assez rare d'avoir cette certification auprès d'Omega aujourd'hui, j'imagine. Ouais, il y a pas mal d'horlogers. Moi, je suis très content d'avoir l'accréditation de Mm. Mega en termes d'atelier, hein, mais je suis pas le seul, donc il y en a d'autres. Mais il n'y a pas beaucoup de boutiques qui ont leur horloger Mm. dans le magasin. Donc oui, et surtout moi j'ai un horloger qui fait des services complets sur les montres. La plupart des boutiques qui ont des horlogers ne font pas les services. Ils ont un horloger pour faire raccourcir les bracelets, changer les piles, faire des petits travaux comme ça. Mais mon horloger ici, il est équipé pour faire tout, de réviser de A à Z une montre ancienne. Maintenant, attention, les manufactures conservent quand même une priorité sur les pièces très anciennes. Nous, on ne peut pas obtenir les pièces de rechange. Donc, s'il y a quelque chose d'abîmé sur une ancienne pièce d'avant 1960, par exemple, ça nous est assez compliqué pour obtenir les pièces de rechange. Oui, d'accord. Donc, on est un peu limité avec ça. Mais voilà. On était très connu dans ce magasin pour les chevalières et Oui, pour l'héraldisme, hein. Donc, mon arrière-grand-oncle était un graveur vraiment très très connu au-delà des frontières. Il a fait des chevalières pour l'empereur d'Éthiopie, pour le roi du Siam, pour la reine d'Égypte, enfin pour beaucoup beaucoup de monde. Il était vraiment très très connu pour ce travail-là. Donc on a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire leur chevalière, même si mon arrière-grand-oncle, bien entendu, est décédé depuis longtemps. On peut aussi raconter l'histoire des chiffres d'affaires, oui, des différents résultats commerciaux d'une boutique comme la nôtre depuis 1896, quand mon arrière-arrière-grand-père a fait la première comptabilité. Au début, il ne faisait pas, donc il encaissait l'argent. Il notait rien du tout. Mais à partir de 1896, il a commencé à noter les chiffres d'affaires de chaque mois, le chiffre d'affaires de l'année. Et puis là, on peut voir les chiffres d'affaires osciller et varier pendant la Première Guerre mondiale, pendant la crise de 1930, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, on a un parfait, comment est-ce qu'on dit, une sorte de vision un petit oui. peu de l'économie globale quand il y a des crises. Alors moi, j'aurais pu continuer avec le Covid, la Ah oui, crise aujourd'hui. Lehman Brothers. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution du marché horloger? Par exemple, par rapport aux clients qui vont venir vous voir, est-ce qu'ils vont plutôt rechercher vraiment des modèles en édition limitée? Est-ce que ça va être des personnes qui vont être attachées on va dire, à, agrandir une collection sur une marque qu'ils vont affectionner comme Omega? Est-ce que ça va être un autre type de client? Alors, vous parliez des séries limitées, hein. Vous savez que Rolex, Omega ne font plus de séries limitées, donc ça n'existe plus. Jaeger-LeCoultre, ils en font une ou deux par année, sauf les pièces extrêmement rares. Donc la série limitée n'est plus maintenant vraiment, comment dire, comment est-ce qu'on dit, on capitalise plus tellement là-dessus. Elle a des pièces plus rares que d'autres, hein, qui sont fabriquées en plus petite quantité. Et celles-là sont assez demandées. Je parle par exemple de la Snoopy Awards, de Mega, de Master. Celle-là, il y a une liste d'attente. Mais le client, il est plus tellement, enfin chez nous, parce que moi j'ai pas tellement je ne vends pas Patek Philippe, je vends plus Audemars Piguet, donc je peux plus vraiment parler de tout ça. Mais le client, il aime les marques, il est attaché à Jaeger-LeCoultre, à Blanc-Lippin, à Omega, qu'est-ce qu'on a encore et puis il faut dire aussi que chez nous, on fait beaucoup de bijouterie, hein. Oui, mais bon. Nous, il y a plus de la moitié du chiffre d'affaires de la bijouterie, de la maison Junot est fait avec les bijoux. Quand on parle de l'horlogerie, on ne peut pas passer sous silence toute l'époque des montres à quartz. Quand la course était à la précision, dans les années 70, on a commencé à faire des montres à quartz, commercialiser des Omega. Il faut savoir qu'en 1976, cette Omega-là est une montre électro-quartz, une des premières montres à quartz commercialisées dans une marque de luxe.
Cette montre-là, c'était la montre la plus... Mon père me disait ça, il me disait ça, c'était la montre que tout le monde voulait dans les années 70. C'était, c'était vraiment, les gens étaient super fans de ce modèle. Et ils en ont vendu beaucoup. C'était la montre la plus précise qu'on pouvait avoir et on cherchait la précision là. Donc le quartz, c'était vraiment, tout le monde voulait les montrer à Porte. Est-ce que vous vous souvenez de la première montre que vous avez eue, qui vous a été transmise? Ah ouais, voilà. C'est mon grand-père qui m'a donné cette petite montre Juno ici. Oui, La toute petite qu'elle a quand j'avais 7 ans. C'est ma première montre. Ici, là. ah oui, Ça, c'est toutes des montres Juno hein, qui ont été faites ici à l'atelier, en partenariat avec des manufacturiers de mouvements, avec des fabricants de bois, des fabricants de cadres. Elles étaient assemblées ici à la demande des clients. Et ça, c'est une montre magnifique. que j'ai reçue Oui. quand j'avais 7 ans, donc j'ai pu l'exposer là. Là, je vous parlais de la montre James Bond. Vous savez qu'Omega a un contrat, un partenariat avec James Bond, donc il y a une Omega qui est signée James Bond, que l'acteur porte dans le film. Et il faut savoir qu'en 1966, la marque Meurice a fait le premier contrat avec James Bond et Sean Connery. Donc cette montre-là, qui a un petit détail intéressant, c'est que à 7 minutes, donc 007, vous avez donc une indication rouge. Et au dos, vous avez donc l'effigie de Sean Connery. Et c'est Magnifique. ce genre de curiosité que vous Oui. pourrez voir dans notre petit musée d'horlogerie, parce que c'est plutôt ça que je cherche, c'est des pièces un petit peu impossibles. Oui. L'autre jour, il y a un client qui m'a apporté cette montre qu'il avait héritée de son grand-père. C'est la première montre Chopard Happy Diamonds, avec 30 diamants qui bougent à l'intérieur. La famille Chauvelet qui possède la marque Chopard, on n'a qu'une dans leurs expositions itinérantes et une seule dans leur musée. Il y en a Et, nulle part. et ils peuvent vous demander, par exemple, de leur prêter pour un événement en Alors, particulier? s'ils ont, j'en ai prêté pas mal de montres hein, pour des events, surtout des Omega, mais j'ai prêté la Jaeger-LeCoultre aussi, Hmm. la première Reverso, ça j'ai prêté déjà pour des expos. J'ai prêté aussi des Zénith. Alors, comme on vend plus la marque Zénith, je n'ai gardé Oui. qu'une, mais il y en avait beaucoup d'autres avant. Je les ai prêtés pour les archives et puis pour le magazine, enfin pour le livre Zénith qu'ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas toute la collection. Mais là, j'en ai gardé que une Et vous en qui avez... appartenait à mon arrière, Oui. à un oncle, à moi, qui est la première de 1969. Vraiment dans son jus, parfaitement fonctionnel. J'ai même un mouvement ici, là. Et puis, quand j'ai l'opportunité de trouver une belle montre avec son emballage, avec son écrin, en parfait état, en général, j'achète parce que j'aime bien quand tout est complet. Et est-ce que vous avez une petite anecdote au sujet de la première Reverso que vous avez? Alors oui, j'ai une anecdote assez marrante, c'est que quand j'ai commencé ici en 1986, euh, quelques années après, je suis allé au fond de la cave, parce que c'est assez grand en bas à la cave. On est dans un bâtiment ancien qui date je crois, du XVIe siècle. Et les souterrains qui partaient de l'Élysée jusqu'ici, il y avait tout un réseau de galeries. Et je suis allé au fond de la cave un jour, mais j'avais jamais été parce que c'était encombré de cartons, de vieux décors et tout ça. Ça devait être 2 ans après que je commence ici. Et il y avait un énorme carton à la cave. Et dans ce carton, il y avait beaucoup d'objets. Il y avait toutes ces montres en or hyper compliquées que vous avez ici, qui étaient dans des petits étuis en daim et qui étaient posés là. Je sais pas, je pense que c'est mon grand-père qui les avait mises là dans les années 70. Donc j'ai trouvé toutes ces pièces. Il y a des pièces vraiment très rares là. Une des premières Moser, par exemple, que vous allez ici sur le tourniquet là, qui est de répétition minute. Vous avez des montres musicales, vous avez des horloges qui datent du XVIe siècle. Enfin, j'ai même pas toute l'histoire de ces montres-là, parce que mon grand-père étant décédé il y a plus de 50 ans, j'ai pas pu lui demander Oui. d'où viennent ces montres. Mais mon père me disait, c'est certainement quelqu'un qui ne pouvait pas payer ses dettes, qui a payé ses dettes à mon grand-père avec ces montres-là. Et dans cette boîte,
Dessous, j'ai trouvé la Reverso que M. Detray avait donnée à mon grand-père à l'époque, qui est ici. Le, le CEO de J'ai jamais coudre à l'époque, dans les années 80, est venu la voir ici. Il m'a offert quasiment ce que je voulais comme montre neuve chez Gerle Coultre contre cette montre pour pouvoir l'exposer au Oui. musée. Elle était gravée avec les initiales de mon grand-père au dos, j'ai pas pu m'en séparer, je l'ai gardée. Et puis ça fait Elle est venir des gens magnifique. parce que tout le Oui. monde vient regarder cette montre aussi. Donc, Pour vous, quel est le secret donc, d'une telle longévité, donc, sur 159 ans et 5 générations, et comment une maison indépendante de 1867 garde-t-elle une place de choix parmi les grands groupes? alors je pense aussi à la qualité de notre travail, hein. Donc ça c'est clair qu'on a une bonne réputation chez les fabricants aussi. On a aussi un emplacement qui est premium, hein. On est sur la place principale de Lausanne depuis 1911, on est au même endroit. Mais on est établi à Lausanne depuis 1890, donc on a une bijouterie, on a eu deux autres bijouteries avant qui étaient situées ailleurs que sur la place Saint-François. Après, on a eu la confiance des marques, hein, aussi, et puis on a toujours travaillé correctement, on n'a jamais fait de folie. Et on a aussi eu la chance d'avoir chez mon grand-père, il avait qu'une sœur. Euh, euh, Lui, il avait c'est son père avec un frère. Vous voyez, il n'y avait pas eu des familles très très nombreuses, donc qui auraient dû, par exemple, forcer à vendre, voyez, pour des questions d'héritage, de succession. Donc oui, on a eu de la chance pour ça. Mais c'est du travail, hein. C'est du travail de garder cette réputation, de rester toujours moderne. On a transformé l'entier du magasin il y a 2 ans, hein. On l'a remis complètement à neuf, hein. On a créé ce musée en 2004. On a chaque fois un petit peu dynamisé. On a pris de nouvelles marques. On en a perdu d'autres. Il faut dire aussi que des magasins multimarques comme nous, on est un peu en voie de disparition. Il n'y en a pratiquement plus. Et vous en avez perdu par choix personnel ou... Alors, il y en a qu'on a dû Mm. abandonner parce qu'on ne faisait pas assez de chiffre d'affaires. Il y en a d'autres, les marques, nous les ont retirés pour des questions stratégiques, comme Audemars Piguet, par exemple. Et puis, il y avait des marques qu'on vendait peut-être pas suffisamment pour conserver la distribution et qui nous ont été retirées. Ça nous est arrivé. Aujourd'hui, de plus en plus d'amateurs de montres, notamment chez les plus jeunes, se tournent vers l'achat en ligne. Quelle place conserve, selon vous, l'expérience en boutique et en quoi reste-t-elle importante lorsqu'il s'agit d'acquérir une montre? Alors, nous, on a la vente en ligne. En fait, si vous allez sur notre site, vous pouvez acquérir Oui. une offre en ligne. Vous pouvez même les payer en 12 fois, puisqu'on a on a un système de crédit. Donc, pour la nouvelle génération, les jeunes, on a cette possibilité d'acheter des montres euh, online, mais rien ne remplace une visite dans le magasin. C'est extrêmement rare. Alors, on a l'accroche qui se fait online, on a le plan de paiement qui va se faire online aussi, mais en général, les gens viennent la chercher ici, déjà pour la mettre de taille par l'horloger, pour faire la mise de grandeur du bracelet, et puis aussi pour se faire expliquer parfois la complexité du mouvement, et puis rien remplace une visite dans un point de vente, hein, je dirais. C'est des objets tellement précieux, que ce soit de la bijouterie ou de l'horlogerie, les gens aiment bien quand on a le Oui. contact, et puis Puis on peut avoir un coup de cœur pour, en photo pour un modèle, finalement passer la montre à son poignet et voir que son poignet n'est pas adapté et exactement. Je passer sur pense que autre chose. l'horlogerie se vend pas beaucoup en ligne. Je pense que la bijouterie se vend bien en ligne parce que les gens vont essayer dans des magasins ou en vacances ou dans des aéroports, puis après ont vu que le modèle leur plaisait, et puis peuvent l'acquérir en ligne. Parce qu'en bijouterie, il faut encore qu'il y ait la bonne taille de doigt, il faut qu'il y ait tout ça. Puis des fois, vous n'avez pas ça dans le magasin. Donc, c'est plus facile d'acheter de la bijouterie online. Euh, mais l'horlogerie, je ne crois pas que ça marche très très bien, à part peut-être des connectés chez Tagueillère ou des montres à quartz ou des tisseaux jusqu'à 1000 francs. Je pense que oui, ça peut se vendre en ligne, mais alors autrement, je crois qu'une visite dans un magasin. euh, Mais la présence sur Internet, elle est fondamentale. Et bien, le fait de pouvoir commander sur Internet, c'est aussi fondamental. Nous, chaque semaine, on en a quatre Oui. de commandes, et puis après, elles se matérialisent ou pas, elles se finalisent ou pas. Mais ça se finalisera ici, dans le magasin. Et puis l'avantage aussi, on peut voir si le modèle est en stock ou pas Ouais, chez vous vous. le voyez Ça, là c'est un sur gros le plus aussi sur site votre pour voir boutique. si elle est disponible ou pas. Et depuis le début de l'année, quelles sont les montres pour lesquelles vous recevez le plus de demandes, vous diriez? Alors, cette année, c'est vraiment Speedmaster, hein. Je pense que Artemis, c'est la mission spatiale qui est un peu pour quelque chose.
Elles ont été vraiment très visibles sur ces alors que Omega fait aucune publicité là-dessus. Ils ont juste fait une félicitation à l'équipage quand ils sont rentrés samedi, mais il y avait rien. Donc c'était vraiment du low profile comme j'aime. C'était vraiment parfaitement fait. Et, et ouais, la Speedmaster, beaucoup, beaucoup de GG Coultre, ça a vraiment beaucoup remonté. Donc ça, c'est vraiment la marque qui avait eu un petit passage à vide il y a quelques temps. Et là, maintenant, depuis le début de l'année, c'est vraiment les deux marques qu'on vend le plus. Et est-ce qu'à titre personnel, vous auriez des recommandations de modèles que vous avez actuellement en vente, qui viennent de rentrer, des modèles récents, par exemple chez, je sais pas, Blancpain ou Omega ou même ZRC, j'ai vu que vous aviez. Alors, ZRC, on n'a plus. D'accord. On a arrêté la collaboration avec la marque, hein, donc là, on n'a plus les ZRC. Mais des gars, moi je dirais Speedmaster, Seamaster, c'est clair, les nouveaux modèles sont impeccables. La nouvelle de plongée à 600 mètres, elle est vraiment magnifique. Un joli diamètre, des belles couleurs de cadran. Les Speedmaster, c'est une valeur sûre. Je dois dire, il y a une nouvelle qui s'appelle Weaver's Panda, qui a un cadran gris, blanc avec des compteurs noirs. Noir avec des compteurs blancs plutôt, excusez-moi. Et qui est vraiment magnifique et qui est très demandé maintenant. Ce serait la pièce que je recommande aujourd'hui. Ouais. Les Reverso, toujours les Reverso. Ça, c'est un peu notre cœur de montre. Les Blancpain, vous avez parlé de Blancpain, c'est vrai qu'il y a des très très belles montres, hein. Pour avoir visité les ateliers Blancpain il y a quelques semaines avec des clients, j'étais époustouflé de voir le niveau de cette manufacture. Ils communiquent non plus pas assez là-dessus, parce que c'est vraiment entièrement manufacturé, c'est magnifique, hein. Ils ont fait des cadrans bruns avec des pièces or rose, cadrans chocolat qui sont en face de lune, qui sont magnifiques. Ouais. Je verrai ça chez Watches and Wonders. Pardon? Je verrai ça chez Watches and Mais il n'y a pas Wonders. Blancpain, il n'y a pas Ah, il n'y a Omega, pas? Ah, malheureusement, d'accord. il n'y a Il n'y a pas. pas, il y a pas le Swatch de Loop, ils se sont frités avec la direction ouais, parce que c'est un petit peu Richemont qui dominait. Alors maintenant, il y a toutes les marques. Non, il n'y a pas. Ils n'ont même pas mis Breguet, je crois, mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils ont rajouté, ils ont mis Breguet quand même, parce qu'ils sont en train de revenir par les petites portes D'accord. à Watches and Wonder. Soit c'est dans leur lieu d'exposition, soit c'est dans le site principal de Watches and Wonder. Mais c'est dommage parce que même Audemars Piguet est revenu. Après 4 ans d'absence, ils sont revenus. Ils seront à Watches and Wonder. Qui est un signal quand même qu'il faut être près des consommateurs. Il faut être là. Si vous n'êtes pas à Watches and Wonder, on ne parlera pas de vous. Alors voilà, c'est pour ça que je pense que c'est important d'y être. Un grand merci à la bijouterie Juno pour son accueil et le temps qu'ils nous ont accordé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir The Dial Circle, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à laisser un commentaire. Ça fait toute la différence. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur notre compte The Dial Circle, et écouter nos podcasts dédiés à l'horlogerie et à la joaillerie sur Spotify et Apple Podcasts. À très vite pour de nouveaux contenus.